Bon, c'est l'heure de la dernière keynote. Non, tu préfères une chanson? L'année prochaine, peut-être. L'année prochaine, peut-être. Non, j'ai mieux. J'ai mieux, je vais balancer mes collègues. Ouais, parce qu'en fait, on s'est dit, tiens, on va présenter les keynoteurs, ça va être sympa. Et puis, donc chacun un peu s'est réparti, mais plutôt David et moi. Et puis, à un moment, on a dit, mais qui prend Patrick Schwartz? Qui prend Patrick Et du coup, personne n'a pris Patrick. Je me suis dit, comment est-ce que je vais prononcer un nom avec beaucoup trop de consonnes? Mais ça va le faire, puisqu'il m'a donné un petit mot pour dire. Avant, il est C'est pas possible, hein. Il est psychosociologue, expert de l'inclusion. Je l'ai eu. Ah merde, faut que je la refasse? Ah non. Il est expert de l'inclusion. Non, vous l'avez eu le premier, il y a trop de syllabes, c'est pareil. Je voudrais quand même un tonnerre d'applaudissements pour Patrick Charnitsky. Bonjour, merci pour cette intro. Je ne sais pas l'écrire moi depuis très longtemps, hein, donc tout le monde est excusé avec ce nom barbare. Je suis ravi d'être parmi vous. Bonjour à toutes et tous. Effectivement, je m'appelle Patrick Charnetsky. Mon métier consiste à accompagner les entreprises ou les organisations sur tous les sujets de lutte contre les discriminations, management de la diversité et de l'inclusion. Mais avant ça, quand on m'a invité à venir participer à cette intervention, je me suis posé la question, puis on en a parlé en arrivant, c'est quoi l'agilité? Et je me suis dit, qu'est-ce qui, moi, dans mon parcours, m'a permis de sortir des process et d'être agile? J'ai été 15 ans maître de conférence des universités. Mon métier, alors j'ai un doctorat sur le sujet des stéréotypes, c'est probablement la raison pour laquelle on m'a invité à parler du sujet. Et pendant 15 ans, j'ai été prof de fac et je faisais de la recherche dite fondamentale qui consistait à faire des expériences bizarres sur les étudiants de première année dans les caves de l'université. Dit comme ça, c'est bizarre, mais je vous jure que c'est ce qui se passait pour de vrai. On les mettait dans des situations totalement bizarres pour tester quel impact ça avait sur leurs opinions. Donc, par exemple, on voulait tester l'impact de la fatigue sur les biais inconscients et sur la discrétion. Donc, on prenait des gens, on leur demandait d'évaluer CV, lettre de motivation. La moitié, on les prenait dès qu'ils arrivaient, puis l'autre moitié, on leur faisait faire 2 heures de vélo d'appartement avant. Et quand ils descendaient du vélo d'appartement, on les mettait devant l'exercice, et d'un seul coup, bam, ça discriminait à mort. Tiens, c'est quand même bizarre, ça veut dire que quand on est fatigué, on dit des conneries, bon. Mais vous voyez, la science souvent consiste à enfoncer des portails ouverts, puisque vous savez très bien que c'est pas quand vous êtes épuisé qu'il faut accepter ou faire une demande en mariage. Premier enseignement de l'après-midi. Après minuit, arrêtez de prendre des décisions. Arrêtez de prendre des décisions. D'accord? Quand on est fatigué, on ne fait pas des choses intelligemment. Et puis au bout de 15 ans à l'université et puis en école de commerce, parce que j'ai aussi enseigné à l'ESCP Europe, qui est une école de commerce à Paris, j'avais un cours qui s'appelait Psychologie et Management, que les étudiants avaient rebaptisé Pipo et Management. Voilà. C'était le vendredi matin, donc après les soirées. Autant vous dire que la vie n'est pas facile quand on enseigne à des Master 1, les gens qui sont en pré-master. Bref, au bout de 15 ans, j'avais sorti un bouquin de vulgarisation un peu sur la question de la discrimination. Et l'agilité, pour moi, elle a consisté à quitter l'enseignement supérieur et à quitter mon statut de fonctionnaire d'État. Et là, je ne vous raconte même pas ce que j'ai pris dans la tête de la part de mes collègues universitaires sur le fait que j'allais me prostituer pour le grand capital, sur le fait que j'allais renoncer à une carrière d'enseignant-chercheur scientifique et que sur une carte de visite, quand même, ça pète, quoi. Hein. Maître de conférence des universités, vous voyez, ça, voilà. Donc, effectivement, à un moment donné, la question s'est posée de dire j'y vais et j'y vais pas. Et si l'agilité, c'est sortir des process, alors là, pour le coup, je pense que c'est le seul moment de ma vie où je l'ai un tout petit peu fait. Donc, voilà.
On va parler aujourd'hui de biais inconscients et de stéréotypes. Il y a une version PDF évidemment de ce support. Être agile, c'est investir l'humain. Et moi, mon rôle de psychosociologue, c'est de rentrer dans l'entreprise par l'humain. Il y a des gens qui travaillent sur la diversité de façon très organisationnelle. Quels sont les outils qu'on met en place, quels sont les process, comment on recrute, comment on promeut, comment on détecte des talents. Moi, ma porte d'entrée, du fait de ma formation, c'est vraiment de rentrer par l'humain et d'accompagner les individus sur l'image qu'on a de soi-même, l'autocensure, la confiance en soi, et tous ces sujets qui font que, en fonction de qui on est dans une entreprise ou dans une organisation, on n'a pas le même niveau d'accès à la confiance en soi, à l'image de soi, ou au fait de se projeter. D'accord ? Et donc, c'est vraiment cette porte d'entrée-là que je vous propose d'explorer aujourd'hui. Parce que l'entreprise, aujourd'hui, les organisations, elles, pour manager la diversité, c'est-à-dire faire en sorte que les gens différents vivent bien ensemble et génèrent plus de bonheur et de performance que l'inverse, ça a été d'abord de travailler sur les process, effectivement. Début des années 2000, tout change avec une loi en 2001, loi de lutte contre les discriminations, et d'un seul coup, on fait rentrer le sujet dans l'entreprise, mais de façon extrêmement infantilisante, puisqu'on dit aux entreprises, si vous discriminez, vous serez punis. Donc évidemment, ce n'est pas le meilleur moyen pour l'organisation de s'approprier un sujet, mais c'est comme ça qu'on a trouvé le moyen de le faire, comme c'est très souvent le cas en France. Et donc pendant des années, on a travaillé essentiellement sur la question des process. Comment je recrute, comment je promeux, comment je garantis une équité de traitement, comment je réforme le modèle managérial, etc., etc. Et puis une fois qu'on a fait tout ça, beaucoup de mes clients revenaient me voir en disant ça ne marche pas, ça ne suffit pas. On nous impose 6% par exemple de personnes en situation de handicap. J'en ai 0,5%. J'ai fait de la com, j'ai fait des outils, j'ai fait du partenariat, du sourcing, j'ai fait tout bien. Et puis ça ne monte pas, ça n'augmente pas. Vous voyez ? Donc le problème, c'est de se dire comment le process peut, à un moment donné, se confronter à un principe de mindset, c'est-à-dire ce que j'ai dans la tête, mes stéréotypes, etc. Et effectivement, aujourd'hui, ce sujet des stéréotypes, il est devenu extrêmement actuel dans toutes les organisations, parce qu'on se rend compte que changer des process, changer des circuits, ça ne suffit pas. Il faut aussi câbler les gens à être en capacité de dépasser certains freins, certaines idées reçues, et je vous propose d'explorer ça maintenant. Alors, pour comprendre les stéréotypes, il faut remonter d'un cran et comprendre comment fonctionne votre cerveau. Il y a plein de théories aujourd'hui en neurosciences. Il y en a une qui fait relativement autorité, qui vient d'un Américain qui s'appelle Daniel Kahneman, que moi j'ai connu dans ma première vie de chercheur pour ses travaux en laboratoire. Et puis un jour, Kahneman est sorti du labo, il a sorti ses travaux, et il l'a appliqué au monde, à la vraie vie, et il a fini prix Nobel d'économie en 2012. Et Kahneman a une théorie finalement assez simple. Il nous dit, voilà, on n'a qu'un cerveau, mais ce cerveau, il peut fonctionner selon deux modalités. Vous êtes toutes et tous capables de réfléchir, au sens propre du terme. Si. Vous êtes capable de réfléchir, c'est-à-dire d'être rationnel dans votre façon de penser le monde. C'est quoi être rationnel ? C'est observer la réalité, prendre un peu tous les facteurs plus et moins, faire un petit algorithme dans votre cerveau et prendre la décision. Ça, vous savez faire. Vous avez une maison à acheter qui va vous surendetter sur 30 ans, je peux vous garantir que vous allez utiliser votre système 2. Vous allez réfléchir, prendre le temps, comparer et prendre en compte plein de paramètres. Et votre cerveau a une capacité incroyable de modéliser un ensemble de paramètres avec des pondérations, parce que probablement que la distance avec les transports en commun ou que le taux de crédit sera un peu plus impactant que la couleur sur les murs ou s'il y a une cheminée ou pas. Donc, on est capable, quand on le souhaite, de réfléchir à une condition, c'est que la décision qu'on est en train de prendre soit motivée par une volonté d'exactitude. On réfléchit quand on a besoin ou quand on veut être exact. Okay ? Ce qui veut dire que ce mode de pensée-là n'est pas automatique. C'est nous qui le déclenchons. C'est nous qui allons chercher ce mode de raisonnement. Et on dit à notre cerveau, et vous savez le faire, là, Coco, il ne faut pas te gourer. Donc vous fermez la porte, vous mettez le téléphone en mode avion, vous demandez qu'on ne vous dérange pas, vous mettez votre tête dans vos mains, et puis vous réfléchissez. C'est-à-dire que vous mettez une intention. Donc ce cerveau est génial parce qu'il nous garantit de réduire les erreurs. Bien sûr qu'on peut finir par acheter une maison avec un trou dans le toit, mais quand même, quand on prend la peine, le temps de réfléchir, on limite les risques. Bien. Le problème, c'est que ce cerveau est donc très coûteux, en tout cas ce mode de pensée est très coûteux donc en motivation, il est très coûteux en temps, parce que c'est long de comparer toutes sortes d'informations, et il est coûteux en énergie. Être intelligent, c'est fatigant. C'est tellement fatigant, c'est tellement coûteux
que Kahneman nous dit que sur une journée de travail, quand vous mettez bout à bout tous les moments où vous réfléchissez, d'après vous, ça représente combien de temps en tout? Combien de temps par jour vous êtes intelligent? Oui, pas longtemps, ça je savais. Kahneman nous dit à peu près 1h30. Ah quand même, ouais, c'est pas mal. Quelqu'un de bien entraîné, 2 heures. Alors pas 2 heures d'un coup, hein, sinon vous êtes dans le coma, hein, d'accord? C'est par petites touches, ok? 2 heures, quand on est bien entraîné. Certains psychologues s'amusent à compter ça en nombre de décisions rationnelles qu'on pourrait prendre sur une journée. Intéressant. C'est comme si on se levait le matin avec un stock, vous voyez, un peu comme la batterie de votre téléphone, et puis vous allez puiser dans votre stock toute la journée. Et puis plus vous puisez dedans, plus votre stock il descend. Mais plus votre stock d'énergie va descendre, plus votre cerveau vous dire « Ouh là 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 là, il ne reste plus grand-chose, il faut que je garde un peu d'énergie. » Parce que quand il va rentrer chez lui à minuit, il faut qu'il se souvienne encore de son code. Vous voyez ? Exactement comme votre téléphone, si vous le laissez faire, il prend la main. C'est-à-dire que quand il arrive à 20% de batterie, il vous dit « C'est bon, je fais ». Il ferme vos applis, il coupe la lumière, le gars, il décide quoi. D'accord ? Ben, votre cerveau, il fait ça aussi. Donc vous comprenez bien que plus mon stock va descendre, moins j'ai une capacité à penser, et plus mes décisions risquent d'être prises à la va-vite et non pas avec le système 2. Donc, imaginez que vous fonctionnez avec un stock. Voilà. C'est comme ça que Mark Zuckerberg a décidé il y a quelques années, sur la base de ce modèle, hein, il a dit, c'est la raison pour laquelle je ne choisis plus mes vêtements le matin. Je n'ai pas envie de cramer une décision pour rien. Donc, je ne veux pas réfléchir à ça. Je prends le même pantalon, le même t-shirt, même pull. Comme ça, je garde mon stock de décisions rationnelles. Bon, chacun fait ce qu'il veut, hein. Mais vous voyez que ça dit quelque chose sur la question du stock. Bon, il se trouve que vous travaillez plus que 2 heures par jour et qu'il n'y a pas que le boulot dans la vie. Il y a plein d'autres moments où vous décidez, où vous vous exprimez, vous interagissez, etc., etc. Et donc, il faut utiliser une autre fonctionnalité de votre cerveau. Ce que Kahneman appelle le système 1. Alors, c'est quoi le système 1 ? C'est un cerveau, c'est une modalité de fonctionnement qui nous est absolument indispensable. C'est une façon de fonctionner qui est extraordinaire. Bon, loin de moi l'idée de dire que c'est un sous-cerveau, hein, c'est extraordinaire. Voilà un cerveau qui vous fait parler, qui vous fait prendre des décisions sans aucune motivation, sans aucune énergie et de façon ultra rapide. Donc, il nous est indispensable. Tous les jours, nous avons besoin de faire ça. Imaginez que vous n'ayez pas le système 1. Il faudrait que tous les matins, quand vous faites les lacets de vos chaussures, vous soyez en mode « je fais une boucle, je tourne autour du puits, je rentre dans le puits, je tire ». Imaginez que si on conduisait en système 2, il faudrait vous dire à chaque fois qu'est-ce que je dois faire quand j'arrive au carrefour. Qu'est-ce que j'ai fait les fois d'avant? Je mets mon clignotant. OK. Ce ne serait pas possible. Heureusement qu'on a ce cerveau automatique pour toutes les choses qu'on fait au quotidien. Ça va? Le problème de ce cerveau-là, c'est qu'il n'est pas guidé par l'exactitude. Ce mode de fonctionnement se contrefout complètement, mais complètement, de la qualité de vos opinions ou de la rationalité de vos décisions. Ils sont contrefous. C'est un cerveau qui, quand vous vous levez le matin, sa seule mission, c'est de vous faire passer une bonne journée. C'est-à-dire de vous animer selon un principe de bien-être. Alors, quand vous vous réveillez le matin, est-ce que vous vous dites, la première chose que vous vous dites, c'est « aujourd'hui, j'ai envie de percevoir le monde de façon pure et exacte » ou est-ce que vous vous dites comme moi, pourvu qu'aujourd'hui, on m'emmerde pas trop? Vous voyez bien, vous êtes animé par un principe de bien-être. Et c'est là que ça se complique. Parce que ce cerveau vous oblige à percevoir le monde de façon simple et à percevoir le monde de façon à ce que vous alliez bien. Or, sur une journée de travail ou une journée tout court, on n'est pas que confronté à des événements qui nous font aller bien. On gère des contraintes. On ne peut pas dire toujours ce qu'on pense. On ne peut pas faire toujours ce qu'on dit qu'on voudrait faire. On ne peut pas s'acheter ce qu'on a envie de s'acheter. On ne peut pas toujours avoir accès aux objets d'amour qui nous font rêver. Ces contraintes-là, il faut bien les gérer pour aller bien. D'accord ? Ce que le cerveau fait pour vous faire aller bien, il prend un petit truc qui met entre vos yeux, entre votre cerveau et le monde, pour transformer le monde, pour qu'il vous fasse aller bien. Et cette espèce de petite vitre colorée ou déformante, ça s'appelle un biais inconscient. Comment percevoir le monde pour qu'il me fasse aller bien? D'accord ? Et à la limite, s'il n'y a pas d'enjeu d'exactitude et que ça me fait aller bien, il faut continuer. Hein, il faut continuer. D'accord ? Et nous avons tous ces deux systèmes. Ne pensez pas que je suis en train de vous dire il y a les rationnels intelligents qui sont en haut et puis il y a les crétins en dessous. Non.
On est tous capables de passer de l'un à l'autre toute la journée. Et on peut être très intelligent, très rationnel, et en même temps très superstitieux, ou très dans un système de pensée sur des croyances. L'un n'empêche pas l'autre. Voyez ? Moi, par exemple, je ne crois pas très sérieusement à l'horoscope. Si je me mets en système 2, je me dis, bon, on est 7 milliards divisé par 12. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a à peu près 650 millions de scorpions qui vont vivre la même journée que moi. Parce que 2 planètes sont comme ça plutôt que comme ça. Vous voyez, en système 2, j'ai un peu de mal à y croire. Mais il se trouve que ce matin, je me suis levé à 5h45 pour venir vous voir, que j'étais fatigué, que j'avais une lessive qui tournait, que mon fils me gonflait. J'étais en train de me brosser les dents, vous voyez. Et bien, quand l'horoscope est arrivé sur le scorpion, j'ai fait chut. Vous êtes comme moi, hein ? Tout rationnel que vous êtes, vous lisez votre horoscope. Et quand vous jouez au loto, vous jouez les dates d'anniversaire. Vous savez bien que pour de vrai, le 12 n'a aucune chance de sortir plus que le 14. Mais si votre gosse est né le 12, vous jouez le 12. C'est plus fort que nous. Et pourquoi j'écoute l'horoscope ? Parce que dans tous les cas de figure, je m'en sors. Soit l'horoscope me dit, allez vous coucher, le scorpion va passer une journée pourrie. Qu'est-ce que je fais ? Je rebascule en système 2. Et je me dis, mais vraiment l'horoscope, c'est de la flûte. Et hop, j'ai évacué la menace. Si maintenant l'horoscope me dit, mais journée merveilleuse pour le scorpion, mais donne, je prends. Peut-être même que ça me fera aller bien d'ailleurs. Peut-être même que ça va marcher. Vous savez ce qu'on appelle pompeusement des prophéties auto-réalisatrices. Vous voyez ? J'y crois tellement que je vais passer une bonne journée, que ça me rend un peu plus souriant. Ça me rend un peu plus sympa. Ça me donne un peu moins envie de tuer le chauffeur de taxi. Vous voyez ? Donc ça peut marcher. Donc mon propos ici, c'est sûrement pas de vous dire il faut tout le temps être dans la rationalité. D'abord parce que c'est pas possible, et ensuite parce que vraiment on s'ennuierait. Et qu'on serait tout le temps, si on était rationnel, vous imaginez, vous jouez au loto en disant « Oh bon, je vais perdre ». Vous allumez une clope en disant « Oh bon, de toute façon, je vais mourir ». Non, mais c'est chiant la rationalité, vous voyez ce que je veux dire ? À un moment donné, il faut bien se protéger, quoi. Donc le bien-être, il faut y aller, allez-y, faites-vous du bien. Sauf que, quand vous avez une décision importante à prendre, c'est-à-dire une décision où vous mesurez l'impact que ça peut avoir en termes d'exactitude. On recrute une personne, on fait un choix stratégique pour son entreprise, on accepte une demande en mariage. Il faut peut-être un petit peu monter en système 2, voyez, juste pendant un moment. Et tout à l'heure, je vous donnerai des clés concrètes pour vous aider vous-même à être en système 2, c'est-à-dire à être beaucoup plus agile dans la capacité à interagir avec l'autre, c'est-à-dire en échappant au biais inconscient et à la pensée automatique que sont les stéréotypes. Ça va ? Alors, qu'est-ce que vous voyez sur cet écran ? Très très vite. Ok, madame a dit, votre prénom ? Laetitia voit un 3, un 4, un triangle dans lequel il est écrit Paris sous la pluie. Ne dites rien, personne ne parle. Levez la main ceux qui ont vu la même chose que Laetitia. Allez, un 3, un 4, un triangle écrit Paris sous la pluie. Beaucoup de mains levées. Est-ce que vous voulez parier de l'argent avec moi, Laetitia ? Je vous propose une règle du jeu assez simple. Si je gagne, si c'est pas ce qui est là, vous me donnez 5 €. Si je perds, je vous donne 1000 fois votre mise. Est-ce que vous voulez relire et me dire ce qu'il y a écrit sur cet écran ? Allez-y, allez-y. Un 3, un 4, ok ? Qu'est-ce que vous voyez sur cet écran ? Allez, allez. Toujours la même chose. Alors, qui voit écrit autre chose dans le triangle ? Ah, ça commence à venir, vous voyez, avec le temps. Merci, merci. Dans ce triangle, il n'est pas écrit Paris sous la pluie, mais Paris sous la pluie. Vous le voyez maintenant ? Ah oui, évidemment, vous le voyez. Mesurez la puissance de votre système 1. Votre système 1, à la vitesse où vous lisez, vous dit Coco, là, il y a un problème. Ils ont mis 2 articles, ils ont dû se gourer, tu peux en virer un. Non, il y en a un qui ne sert à rien, laisse tomber. Mais vous êtes sûr que vous lisez Paris sous la pluie ? Vous voyez, avec un petit exercice aussi naïf, votre cerveau ne voit pas la réalité telle qu'elle est. Il la voit telle que ce qu'il veut voir, tel que ce à quoi il est habitué. Et il n'est pas habitué à avoir 2 articles, donc il n'en voit qu'un seul. Ça va ?
Normalement, sur cette carafe, en 1 seconde, alors à 14 heures, on met 1 seconde, virgule 2, hein, mais normalement, on met 0,8 secondes. Sur cette carafe, vous voyez un couple. Vous l'avez, le couple? OK. Ils sont nus à genoux, l'homme est derrière la femme, il l'enlace. Ne parlez pas, levez la main, tous ceux qui voient le couple. OK, merci. Maintenant, vous allez bien fixer le couple, et sans parler, levez la main ceux qui voient autre chose. Alors, ne me dites pas, il y a un bouchon dans la bouteille, hein, sur la bouteille, hein, dans le couple. Ah, il y a beaucoup moins de mains levées. Merci beaucoup. Tous les autres ne voient pas. Vous regardez le couple, attendez. Vous regardez le couple et vous dites, il y a autre chose à voir. Et votre système 1 vous dit, non, c'est bon là. Alors vous lui dites, si, le vieux monsieur te dit qu'il y a un truc à voir. Alors vous dites à votre système 1, cherche Coco. Alors vous plissez les yeux, vous penchez la tête, vous cherchez là, hein. Et votre système 1 vous dit, laisse-moi tranquille. Laisse-moi tranquille parce que j'ai satisfait mes 2 besoins de base avec cette image. Simplicité, voilà une scène facile à comprendre, bien-être, une scène sympathique à regarder. Et votre système 1 s'arrête. Il ne veut pas s'emmerder à aller voir autre chose. D'accord? Alors si il y en a encore qui voient toujours rien d'autre, ça veut dire que cette scène vous plaît beaucoup. Je ne vais pas vous demander de lever la main, hein. Après, vous pouvez vous regarder en levant la main, on ne sait jamais. Alors, je vais vous dire ce qu'il fallait voir, et normalement, là, ça devrait décoincer l'immense majorité. Qu'est-ce qu'il y a dans le couple? Des poissons ou des dauphins? Regardez bien les zones noires et vous devriez voir apparaître des poissons ou des dauphins. Et là, il y en a qui se disent, merde, je vois rien. Eh ouais. S'il y a dans cette salle des gens qui ne voient toujours pas le moindre poisson, il faut consulter, messieurs, dames. Et là, c'est pas normal quand même, hein. Bon. Alors, maintenant que vous les voyez, si je mets en arrière, c'est plus facile. C'est ce qu'on appelle une image ambiguë. Alors pourquoi je vous montre ça? Parce qu'il y a 20-30 ans, ça ne marche plus aujourd'hui, ne le faites pas avec vos enfants, ne vous inquiétez pas. On utilisait cette image pour savoir si des enfants avaient été témoins oculaires de scènes auxquelles ils n'auraient pas dû assister. Votre système 1 est incapable d'inventer une scène qu'il n'a pas déjà vue. Votre système 1 ne fait que reproduire ce qu'il a déjà vécu ou ce qu'il pense avoir déjà vécu. C'est exactement comme quand vous rêvez. Quand vous rêvez, les gens qui ont un visage sont des gens que vous avez déjà rencontrés. Ce n'est pas forcément quelqu'un de proche, ça peut être quelqu'un dans les transports en commun que vous avez vu une fois. Quand les gens n'ont pas de visage dans vos rêves, c'est des gens que vous n'avez jamais vus parce que votre inconscient est incapable d'inventer un visage. Au même titre que le système 1 de l'enfant, qui n'a pas assisté à cette scène, ne peut pas imaginer qu'un papa et une maman puissent se retrouver dans une situation pareille. Et donc cet enfant, quand on voit cette image, il vous regarde l'air étonné en disant bah, « c'est des poissons ». Vous voyez ? Si l'enfant voit autre chose, ça veut dire que d'une façon ou d'une autre, il a déjà été exposé à une scène qui ressemble à ça. C'est pour ça que je vous dis ne le faites pas avec vos enfants, parce que l'hypersexualisation de la société aujourd'hui fait que les enfants, même s'ils n'ont pas vu ça, ils peuvent faire par analogie des comparaisons. Okay ? Une image ambiguë, c'est une façon de guider le système 1 pour voir la réalité telle que vous avez envie de la voir. L'enfant, avec son cerveau d'enfant, voit des dauphins. Vous, avec vos cerveaux de pervers psychopathes, vous voyez un couple. C'est la même image. D'accord ? Alors, c'est extrêmement intéressant parce que c'est quoi l'ambiguïté ? L'ambiguïté, c'est le fait, c'est nous tous. Nous sommes tous des êtres ambigus. Nous avons tous des qualités et des défauts. Et les gens avec lesquels nous interagissons ont aussi des qualités et des défauts. Mais si j'aborde une personne que je ne connais pas, avec un biais inconscient, ou avec un stéréotype positif ou négatif, sur la base de son âge, de la couleur de sa peau, de son diplôme ou que sais-je, eh bien mon cerveau va plus facilement voir, comprendre, mémoriser les qualités que les défauts. En toute bonne foi, à la fin, on aura surestimé la personne qu'on a rencontrée. Et le recruteur dira cette phrase magique, c'est marrant, dès le début, j'ai senti que ça allait le faire. Parce qu'il serre la main de façon, on sent que c'est un gars qui en veut. Et première impression. Un recruteur m'a dit il n'y a pas très longtemps, tout ça c'est du blabla de psychologue, moi je recrute sur 3 critères. Franchise du regard, tonicité de la poignée de main, cirage sur les chaussures. Et le gars me dit, ça fait 20 ans que je fais ça fait 20 ans que ça marche. Extrêmement intéressant. Est-ce que ça peut marcher ? Oui, ça peut marcher, évidemment que ça peut marcher. D'abord parce que quand il reçoit le candidat, c'est une shortlist de 5 sur 400 candidats.
Donc, tout à fait entre nous, hein. Il jetterait une pièce en l'air, il prendrait un dessin que ça ferait l'affaire, bref. Et surtout, s'il démarre l'entretien en se disant ça va le faire, il va être dans une posture où il va créer les conditions pour que ça marche. Il va poser des questions très positives, il va mettre le candidat en confiance et l'autre, évidemment, il va être flatté, donc il va être très très libéré, déstressé, donc il va avoir accès à tout son cerveau. Mais si vous commencez de façon agressive, pas de contact oculaire, une mimique non verbale un peu défensive, des questions agressives, évidemment que le gars il rate. Et à la fin, vous dites cette phrase non moins magique, c'est marrant dès le début, j'ai senti que ça allait pas le faire. D'accord ? Attention, votre système 1, c'est un piège considérable pour mettre l'autre dans une catégorie et donc l'enfermer dans cette catégorie. Ça s'appelle de la censure. Ça vous plaît vraiment pas ce que je dis ou... Ça serait bien que ça revienne par contre. Non, je dis ça. Non ? Moi, mon câble n'a pas bougé, hein. Ou alors c'est moi qui l'ai fait bouger, mais ça m'étonnerait. C'est pas grave. Donc, la réalité, elle est compliquée. Et notre cerveau, vous avez compris, à un instant T, il n'est pas capable de percevoir cette réalité dans son exhaustivité et dans sa complexité. Il est obligé de la simplifier. Et donc, pour la simplifier, il va reconstituer dans son cerveau, nous allons reconstituer dans notre cerveau ce qu'on appelle une pseudo-réalité. Cette pseudo-réalité, c'est une simplification. Si maintenant, je prends une décision sur la base d'une perception fausse, mécaniquement, je prends une décision fausse. Donc, vous voyez que le titre « Non coupable mais responsable », ça dit exactement ça. Vous n'êtes pas coupable d'avoir des biais inconscients et des stéréotypes. Vous n'avez aucune culpabilité à ressentir sur le fait que, automatiquement, par exemple, quand vous pensez à un groupe, vous avez une opinion très positive qui vient vous venir ou une opinion très négative qui va vous venir. Pas de culpabilité parce que vous vivez ça depuis que vous êtes petit. Et les stéréotypes, grâce aux neurosciences, on sait aujourd'hui qu'ils s'installent dans le cerveau bien plus tôt que vous ne le pensez. Grâce aux neurosciences, on mesure des biais inconscients sur le genre chez des nourrissons de 10 mois. 10 mois. Des nourrissons garçons ou filles de 10 mois face à un écran d'ordinateur sont 30% plus rapides pour associer des visages de femmes inconnues à des ustensiles de cuisine et des visages d'hommes inconnus à des objets de bricolage à 10 mois. Si on fait l'hypothèse sérieuse que la perceuse et que la pelle à tarte ne se transmettent pas par les gènes, ce qui est une hypothèse assez raisonnable, d'accord ? Ça veut dire que cette différence, elle est acquise. Et si elle est acquise, ça veut dire que le nouveau-né, depuis qu'il est né, il est en train de catégoriser dans son cerveau des informations qu'il range dans des boîtes qu'on appelle des catégories selon un principe de similitude. Si ces deux parents sont un homme et une femme, l'enfant, dès la naissance, ne vit pas la même expérience. Ces deux parents n'ont pas la même odeur, n'ont pas la même façon de parler, ils n'utilisent pas les mêmes mots, ils ne les portent pas de la même façon, ils n'ont pas les mêmes couleurs de vêtements. Et tout ça, ce sont des informations qui rentrent dans son cerveau et qui vont le câbler de façon genrée dans son identité et dans son rapport au monde. Donc, ne vous sentez pas coupable d'avoir des stéréotypes. Vous en avez, j'en ai, et tout va bien. Moi, j'en ai, ça ne m'empêche pas de dormir. Je suis né en 1968 dans une France post-colonialiste qui a mis dans mon cerveau l'idée que les Noirs étaient inférieurs aux Blancs. Parce que j'ai lu Tintin au Congo. Parce que j'ai mangé le matin du banania. Parce que quand mon père pestait derrière les camions poubelles le matin quand j'étais petit à l'école, c'était que des Noirs qui enlevaient les poubelles. Vous voyez les traces que ça a laissées dans mon cerveau ? Donc oui, j'ai probablement un cerveau qui associe plus facilement des hommes noirs ou des femmes noires à des défauts et des hommes blancs ou des femmes blanches à des qualités. Mais je dors très bien. Parce que le sujet, c'est pas de savoir est-ce que j'ai des stéréotypes ou pas. Vous en avez. Le sujet, c'est de savoir comment je fais pour ne pas les utiliser. Comment je suis suffisamment agile pour échapper à la dictature de mon système 1 qui me dit « Attention, tu cherches un dire comme, il est chinois, ça ne va pas le faire. » Les Chinois, quand même, ils sont introvertis, quand même, un dire comme chinois. Voilà. Vous voyez ? Ça, c'est le système 1, ça, c'est la facilité. L'agilité, c'est de me dire « Ok, j'admets que ça part mal. Le gars est chinois, bon, ça ne colle pas bien avec ce que j'ai en tête. Mais dans mon bureau, j'ai un Chinois. Je n'ai pas 1,3 milliard de candidats. Vous voyez ? Donc le sujet, ce n'est pas de savoir quel est le contenu de mon stéréotype, mais de savoir comment je fais pour ne pas l'utiliser. OK ? Bonjour. Bon, là, j'avais une super blague, et c'est dommage. Je passe. Non, j'avais une...
En fait, il ne le capte plus là-bas, c'est ça? Oui, bien sûr, bien sûr. On essaye, hein. Il n'y a pas quelqu'un qui voulait chanter tout à l'heure ou... Faut pas se moquer de mon nom, moi, vous voyez. À un moment donné, on le prend dans la... Alors, vous avez compris donc que vous n'avez pas le choix, il y a dans votre cerveau des catégories et donc vous avez des stéréotypes. Si je pousse le bouchon, il n'y a pas de groupe dans votre cerveau à propos duquel vous n'ayez pas de stéréotypes. Ça n'est pas possible, ça n'existe pas. Ce qui peut paraître étonnant, vous pouvez vous dire, mais moi je ne me suis jamais posé la question de savoir, merci beaucoup, je ne me suis jamais posé la question de savoir si, quelle image j'avais des collectionneurs de timbres. Franchement, on s'en fout un peu de savoir ce qu'on pense des collectionneurs de timbres. Eh bien, vous avez un stéréotype sur les collectionneurs de timbres. Faites un exercice simple, mentalisez-moi, visualisez-moi un collectionneur de timbres, allez-y. Visualisez-le, visualisez-le bien, c'est bon? C'est bon, vous l'avez là? Alors maintenant, attention, très vite, vous allez me visualiser un surfeur. Pourquoi vous vous marrez? Vous vous marrez parce que votre système 1 vous dit, mais n'importe quoi. Professeur Tournesol, Brise de Nice. Rien à voir. Maintenant, je vais vous demander d'utiliser votre système 2. Et je vais vous poser une question, vous allez prendre la peine de réfléchir. Est-il totalement inenvisageable qu'un collectionneur de timbres fasse du surf? Et là, vous allez me dire, bah non, bah t'es con ou quoi? Bien sûr que c'est possible. Vous voyez la différence entre les deux systèmes? D'accord? Il n'existe pas dans votre cerveau un groupe à propos duquel vous n'ayez pas de stéréotype. Et le stéréotype va s'activer quoi que vous fassiez, dans un contexte donné, en fonction de ce qui est saillant. L'âge, la couleur de peau, le handicap, le genre, le métier. Et dans les entreprises, les stéréotypes souvent les plus violents sont des stéréotypes sur les fonctions ou les métiers. C'est quoi les métiers qui trinquent dans vos entreprises, à la machine à café? Les quoi? Les commerciaux. Les RH. Les RH, sérieusement. Les managers, un manager m'a dit il n'y a pas longtemps, les RH, bah, ils dépensent l'argent que moi je gagne. Oui. Définition sympathique du RH quand même, hein, d'accord? Qui d'autre? Les comptables. Comptables. Les informaticiens. On ne comprend rien à ce qu'ils disent. Et moi, je vais voir un informaticien, à chaque fois, je me dis, bon, allez, tu vas comprendre. Tu vas comprendre. Alors, il vous dit, vous écoutez, vous pensez que vous avez compris. Vous retournez dans votre bureau, je dis, j'ai rien compris. Pardon, hein. Tous les métiers génèrent des stéréotypes. Comment imaginer être agile et bien vivre ensemble et travailler ensemble dans une coopération intelligente et faire ce qu'on appelle de l'intelligence collective, si j'enferme l'autre dans une image ou dans un stéréotype, c'est évidemment pas possible. Donc on va apprendre à s'en défaire. Dans votre cerveau, il y a donc des boîtes, ou pas, il y a des catégories. Donc la catégorie, c'est une boîte. Et depuis que vous êtes né, vous rangez dans la boîte les exemplaires que vous avez rencontrés qui partagent un point commun. Tous les vieux que vous avez rencontrés dans votre vie, ils sont dans la boîte. Voilà. En vrai ou à la télé. Le problème des médias, c'est que ça caricature encore plus. Voyez. Alors un jour, vous êtes dans la rue, puis vous devez vous adresser à un vieux pour lui demander l'heure. Vous allez voir ce que vous allez faire. Hein. Bonjour. Ben oui. Parce que dès que vous voyez le vieux arriver, comme vous ne comptez pas partir en vacances avec lui, mais juste avoir une interaction efficace et rapide, il y a un stéréotype qui sort de la boîte et qui vous dit attention, il doit être sourd. Et donc, sans même vous en rendre compte, vous vous adaptez à la situation. C'est-à-dire que vous parlez fort et lentement. Vous voyez? Est-ce que c'est totalement débile? Ah oui, pas tout à fait. Il y a quand même plus de gens malentendants au-dessus de 80 ans qu'en dessous de 30. Vous voyez que votre cerveau, en fait, il fait des calculs statistiques et puis il fait un pari, il tente le coup. Vous voyez? Et effectivement, si vous tombez sur un malentendant, merci le stéréotype. Merci le stéréotype puisqu'il vous a permis de vous adapter à une personne que vous ne connaissiez pas. Il vous répond « Merci ». Interaction réussie. Si je n'avais pas eu de stéréotype, il aurait fallu que je lui pose 3 fois la question pour comprendre qu'il était malentendant, pour que je réajuste le volume. Dépense de temps, dépense d'énergie inutile. Le problème se pose si cette personne n'est pas malentendante. Parce que là, elle vous dit « Mais pourquoi vous me parlez sur ce ton ?» Et là, vous avez l'air con un peu. Vous dites « Ah non, mais parce que j'ai cru que... » Quoi? Sous prétexte que je suis vieux, je suis sourd, c'est ça que vous êtes en train de me dire? Ah, vous êtes mal à l'aise, hein, voyez? Et puis lui, quand il rentre à la maison, il n'y a plus de doute après. Hein. Il se dit, bah voilà, quand on me voit, on se dit que je suis vieux.
C'est compliqué cette enclume qu'on nous met sur les épaules, un peu tous les jours, quand on est vieux, quand on a un handicap, quand on est noir, quand on est une femme dans un environnement très très masculin. Et vous allez voir, hein, c'est tous les jours des micro-informations qui enfoncent l'enclume dans les épaules. Et quand on a une enclume sur les épaules, on ne peut pas être droit, on ne peut pas marcher vite. Vous voyez, c'est ça qui est compliqué. Moi, je l'ai vécu pour la première fois il n'y a pas très longtemps, dans le métro à Paris, où pour la première fois, un Jones m'a proposé sa place. Oui, ça vous fait rire, mais moi pas. Hein. Maintenant, ça va, hein, mais la première fois, quand même, ça pique. Hein. Alors vous vous redressez, vous dites non, c'est bon. Mais c'est comme ça qu'on vieillit. Vous savez, on ne vieillit pas d'un jour tous les jours. Hein. On vieillit de 20 ans, une fois par 20 ans. Vous voyez, ça se passe plutôt comme ça. Quelles sont les conséquences? Qu'est-ce que ça produit, du coup, les stéréotypes, si on les laisse agir? Qu'est-ce que ça produit si on était tout le temps en système 1 et qu'on enferme les gens dans des stéréotypes? Dans l'entreprise, on appartient tous à des groupes, mais il y a des groupes plus dominants que d'autres, plus majoritaires que d'autres, évidemment. Et le principe de la diversité, c'est de faire vivre ensemble des groupes qui sont plutôt en haut de la pyramide qu'en bas, plutôt majoritaires que minoritaires, et puis les autres. Qu'est-ce qui se passe si moi, membre d'un groupe stigmatisé dans cet écosystème, je subis comme ça des stéréotypes négatifs? Première réaction, l'exclusion. Soit on se débarrasse de moi en disant lui, ça ne va pas fitter avec la culture, soit je m'en vais. Je m'en vais parce que c'est insupportable. Je suis marié avec un homme, personne ne le sait, mais toute la journée, je me tape des blagues sur les tarlouses, des blagues homophobes. Ça va, il n'y a pas mort d'homme. Bah oui, mais quand même, vous voyez, l'image que je prends dans la figure toute la journée, quoi. Donc je ne vais pas rester dans cette boîte. Hein, je vais quitter le BTP, puis je vais aller dans la com. Vous voyez, exclusion. Quelle perte? Ah oui, bien sûr. J'assume. Quelle perte pour cette entreprise, hein? Vous blaguez, mais quand même, ça veut dire que je perds un talent potentiel, d'accord? Deuxième possibilité, l'autocensure. L'autocensure, c'est une forme de renoncement à être soi parce qu'on sent qu'on n'est pas écouté. C'est pas la peine que je parle en réunion, personne ne m'écoute. Pas la peine que je candidate sur ce poste, je ne l'aurai pas. Pas la peine que je demande une augmentation, il ne me la donnera pas. Et vous savez, quand on est confronté à l'échec, à un moment donné, on préfère ne pas essayer que de prendre un échec. Voyez, le meilleur moyen, messieurs, dames, c'est un truc que je vais vous donner, hein, le meilleur moyen de ne jamais rien rater dans votre vie, c'est de ne jamais rien essayer. Ça marche. Mais si vous n'essayez jamais rien, vous réussissez non plus jamais rien. C'est tout le problème, d'accord? Sauf que quand j'accumule les échecs, au bout d'un moment, je laisse tomber. Vous voyez, je laisse tomber. Ça veut dire que je renonce. Quelle perte pour l'entreprise encore? J'ai quelqu'un qui serait un haut potentiel, qui aurait une très bonne idée à partager, mais il n'ose pas le dire. Il n'ose pas parce que de toute façon, il en a marre qu'on ne l'écoute pas, d'accord? Troisième possibilité, je m'assimile. Consciemment ou inconsciemment, je comprends que comme je suis différent et qu'on ne m'entend pas, pour me faire entendre, je vais devenir comme. Donc je vais aller me recentrer vers le milieu de la courbe de Gauss pour devenir comme les autres. Et là, enfin, je vais pouvoir exister et prendre le chemin qui mène au COMEX. Vous voyez ? Par exemple, c'est des femmes qui prennent des codes très masculins. C'est des vieux comme moi qui font semblant d'être jeunes. Non mais, moi je suis dans une start-up, on est 35. La moyenne d'âge doit être 14 ans et demi à peu près, vous voyez ? Pas tous les jours simple, hein. La première fois que j'ai sorti une clé USB, ils m'ont regardé comme si c'était une disquette 5 pouces 1 quart, hein, vous voyez ? Non mais c'est pas forcément super simple. 15 minutes. Je peux faire semblant, je peux cacher mon handicap. Parce que je me dis que de toute façon, si je le dis, je vais être mis au placard. Alors je me bourre de tranquillisants pendant des années pour masquer mon mal de dos, sauf qu'à 40 ans, j'ai plus de dos. Ou alors je peux m'inventer une fausse femme. Je vois ça tous les jours, hein, ça peut vous paraître incroyable, mais des hommes qui s'inventent des fausses femmes dans des environnements où ils ne peuvent pas être gays, c'est quotidien. L'autocensure. Évidemment que l'entreprise, elle perd aussi. Et enfin, je peux affronter. L'affrontement, vous avez dans votre vie forcément rencontré des gens qui ne sont jamais d'accord avec rien. Vous en avez rencontré. Rationnellement, ce n'est pas possible. Il faut vous dire un truc, hein, ce n'est pas possible. On ne peut pas être jamais d'accord avec rien. Donc si c'est le cas, ça veut dire que c'est une posture défensive. C'est une posture identitaire qui consiste à dire « j'ai compris que tu ne voulais pas de moi, rassure-toi, moi je ne veux pas de toi non plus ». Et donc ma seule façon d'exister dans cet écosystème, c'est d'affronter. Ma seule façon d'avoir une identité, c'est de ne pas être d'accord avec. D'accord ? Alors vous voyez bien que ces 4 scénarios sont perdants pour la personne. Aucun de ces scénarios n'est synonyme de bien-être, hein, pas besoin d'être grand psychologue pour comprendre ça.
Mais aucun de ces scénarios n'est bénéfique à l'organisation non plus. Si j'ai des salariés qui se barrent, qui sont dans le déni d'eux-mêmes, qui affrontent ou qui se taisent, comment je crée de l'agilité, comment je crée de l'intelligence collective, comment je crée de la créativité? Évidemment que ça n'est pas possible. Alors évidemment, tout cela est compliqué encore plus par la culture. Nous sommes dans une culture stéréotypée et nous sommes baignés depuis les dessins animés partout, à l'école, etc., par des stéréotypes. Ça va un petit peu mieux depuis MeToo, mais quand même. Regardez cet échantillon de pub. La pub est le bras armé le plus efficace pour les stéréotypes. Parce que la pub est là pour vous vendre un produit en 10 minutes, en 10 secondes. Vous avez vu Intouchable, d'accord? Intouchable, hein, le film dure 1h40. Mais Intouchable, on a le temps de casser un stéréotype. Dans les 5 premières minutes d'Intouchable, vous avez le tétraplégique malheureux et le noir des banlieues voleur qui vole l'œuf de Fabergé. 5 minutes, on vous campe 2 stéréotypes en béton armé. Et ensuite, on met 1h40 pour vous dire, en fait, vous vous êtes trompé. Le tétraplégique peut avoir un orgasme avec son oreille, et le noir, il a ramené l'œuf. Vous voyez? 1h40. La pub, 10 secondes. Donc la pub, c'est terrible parce qu'elle est dans les stéréotypes pour pouvoir frapper le cerveau, votre système 1, là où vous pouvez le frapper. Là, vous avez un échantillon de différentes représentations de la femme, celle qui ne sait pas conduire, celle qui est crétine, celle qui change d'avis, et puis celle qui est l'objet sexuel, hein. Babette, je la lie, je la fouette, et parfois elle passe à la casserole. Ça vous fait rire, mais est-ce que vous mesurez le degré de violence sexiste qu'il y a dans cette pub? D'accord? On est limite sur du modèle sadomaso, et on est limite sur une incitation au viol ici, hein. C'est de l'incitation au viol, ni plus ni moins. Vous ne le percevez pas comme ça, mais votre inconscient le perçoit comme ça. Avec une pub pareille, la femme reste un objet dont je fais ce que je veux. Je peux l'attacher, je peux la fouetter, je peux faire ce que je veux, et elle n'a pas l'air mécontente de ce que je lui fais. D'accord? Alors, ce qui est intéressant, c'est que comme les codes de la vraie vie changent, évidemment, les stéréotypes changent. Et là, ça devient intéressant dans la circularité du système. Il y a 3-4 ans, un éditeur de livres me demande de faire un audit de ces livres pour voir s'ils sont stéréotypés ou pas. D'accord? Et je trouve 2 perles. Livre de CM1 pour apprendre la grammaire dans lequel il y a 4 personnages. Inès, Luna, Paul et Samuel. Il se trouve que, vous le savez, depuis 20-30 ans, le niveau scolaire des filles est bien meilleur que le niveau des garçons. Les courbes se sont inversées pour des raisons sociologiques totalement évidentes. Hein. Ce n'est pas le cerveau des femmes qui a muté en 20 ans. Elles sont bien meilleures. Bien. Alors évidemment, comme elles sont meilleures, comment la culture récupère inconsciemment cette différence de niveau scolaire pour le réinjecter dans les stéréotypes? Mais du coup, comment les stéréotypes réalimentent l'idée que les filles, elles sont meilleures? Voilà un livre de CM1 dans lequel ils ont mis 4 personnages, Inès, Luna, Paul et Samuel. Ah, vous voyez qu'il y a un effort, hein. Il y a une parité, il y a une diversité de couleurs de cheveux. Alors évidemment, il y a un petit gros à lunettes. Vous avez remarqué ça? Dans tous les livres d'enfants, le petit gros, il n'est jamais normal. Soit c'est celui qui est le geek, soit il est méchant, soit c'est le rigolo. Pardon? Oui, c'est ça. Et en plus, on lui met des lunettes. En disant, bon, lui, on va le gratiner, quoi. D'accord? Et après, on se dit, c'est bizarre, cette société est grossophobe. Si vos enfants sont élevés avec des modèles de la surcharge pondérale qui sont des modèles d'anormalité, des apostrophes, comment ne pas être grossophobe? Et puis alors, vous avez le Samuel. Alors lui, on s'est dit, on va mettre un noir juif, comme ça fait 2 minorités ensemble. Comme ça, hop, on a fait du Benetton et ça marche. OK. Il se trouve que dans ce livre, il y a un exercice à chaque page. Et l'exercice, il est fait par un des 4 personnages. Et l'élève, lui, quand il lit le livre, il doit découvrir si celui qui a fait l'exercice s'est trompé ou pas. Donc l'exercice, il est soit réussi, soit pas. Et comme je n'ai pas que des soirées sympathiques dans ma vie, eh bien, j'ai compté. Et je me suis rendu compte que 90% des exercices réussis le sont par les filles, c'est-à-dire par Inès ou Luna. Seulement 7% des exercices faits par Paul ou Samuel sont réussis. Et si on regarde de plus en détail, Luna réussit 78% de ses exercices, Samuel le boulet, aucun. Mettez-vous dans la peau d'un petit garçon noir qui apprend le français avec ce livre. Le personnage qui lui ressemble le plus, il rate tout. Compliqué, hein? Et ce qui est intéressant, c'est que quand on a débriefé ça à l'éditeur, les 2 éditrices étaient limite en pleurs. Elles nous ont dit, mais on n'a rien vu.
Il n'y a pas de complotisme, alors peut-être que parfois ça arrive. Là, il n'y avait pas de complotisme. Ils sont pleins à avoir travaillé sur ce livre, chacun s'est distribué des chapitres, chacun y est allé de son bien inconscient, et sans s'en rendre compte, on a mis le noir dans l'échec. Et la petite fille brune, avec son petit legging, qui réussit tout. D'accord ? Autre exemple, et puis après je vais vous donner ma boîte à outils magique. Voilà un livre de 5e qui vous dit ce qu'il ne faut pas faire dans une cour d'école. Alors on y va. Il ne faut pas racketter ces 3 garçons. Il ne faut pas venir avec son chien, c'est un garçon. Il ne faut pas jeter son papier par terre, c'est un garçon. Il ne faut pas arracher les fleurs, c'est un garçon. Bon, il ne faut pas pisser contre l'arbre, là ils n'avaient pas le choix. Non mais quand même, faut au moins leur reconnaître ça, quoi. Et puis il ne faut pas taguer le mur, c'est un garçon. Les 6 comportements de déviance sont faits par des garçons. Les filles, le summum, accrochez-vous à votre siège, hein, le summum de la déviance des filles, c'est d'écouter de la musique trop fort sous les fenêtres du prof. Mais vous aurez remarqué qu'elles sont avec 2 garçons, elles ne sont pas toutes seules. Sinon, les filles, elles font quoi? Eh bien, elles discutent, elles lisent, elles attendent que les fleurs soient cueillies, ou elles envoient des textos. Même si pour de vrai, les garçons sont plus turbulents que les filles, si vous avez ces images-là, vous réalimentez les stéréotypes. Ça veut dire que la petite fille, elle est confrontée à quoi toute la journée? À un modèle de l'enfançage qui réussit, qui est appliqué. Donc elle est meilleure à l'école. Le garçon, il est confronté à un modèle un peu d'être turbulent. Et donc il est moins bon à l'école. Ça va? Allez, boîte à outils. Non, j'imagine que ça ne va pas. Alors, comment vous pouvez vous rendre agile? Comment on peut se rendre agile individuellement? Évidemment qu'on peut agir au niveau systémique de votre organisation ou de l'entreprise. Là, je vais vous donner une boîte à outils pour vous. Ça, c'est une slide que vous pouvez imprimer, prendre en photo et relire de temps en temps. Là, mine de rien, il y a 40 ans d'études en psychologie sociale. Vraiment. Là, vous avez la liste des variables. Encore une fois, pardon d'être lourd, le but n'est pas de changer le contenu de votre stéréotype. Le but, c'est pas de changer d'avis sur les Allemands. Le but, c'est de mettre... J'ai touché un truc, là. C'est vraiment un coup de bol, hein, parce que je fais la même blague à chaque fois. Hein. Le but, c'est pas de changer d'avis sur les Allemands. Le but, c'est quand vous avez à interagir avec un Allemand, être capable de vous mettre en système 2 et de vous dire « Attends, Coco, c'est pas parce qu'il est allemand que... » Essaye de former une impression sur lui, d'accord? Alors voilà ces petits trucs. D'abord, soyez humble. Acceptez que votre stéréotype est biaisé, acceptez que votre cerveau est biaisé, acceptez que vous avez des stéréotypes. Et faites le boulot de les lister, ces stéréotypes. Vous n'êtes pas obligé de le partager. Faites-le entre vous et vous, dans votre bagnole. C'est quoi les gens que j'aime pas? C'est quoi les groupes avec lesquels je suis mal à l'aise? J'ai un peu honte, hein. Je ne saurais pas dire pourquoi, mais je sais pas, je suis mal à l'aise. Voyez? Faites ce boulot. Parce que ça veut dire que plus vous saurez les identifier, plus vous pourrez mettre un pare-feu en place pour pas vous tromper. Première impression. Évidemment, je vous ai dit tout à l'heure, la première impression, attention, je ne vous ai pas dit qu'elle était fausse. Je vous ai dit la première impression n'a aucune raison logique d'être vraie. Donc le candidat qui vous serre la main molle, ne vous dites pas tout de suite oh bah, ça ne va pas le faire. D'accord? Autorisez-vous à vous dire ok, ça part mal, ma première impression n'est pas très bonne. Mais je vais tester cette première impression à travers des questions factuelles pour savoir si ce garçon manque de dynamisme ou pas. D'accord? Donc, acceptez votre première impression, mais testez-la. Elle n'a aucune raison logique d'être vraie. La motivation, on en a parlé, votre système 1 a besoin d'être activé. Donc, dans le sens inverse, toutes les formes de démotivation sont des facteurs de risque. L'ennui, la répétitivité des tâches, le désengagement, l'absence de partage de valeur avec mon entreprise sont des facteurs de démotivation. Et là, ça va pousser votre cerveau à basculer en pilotage automatique. La fatigue, on l'a dit, fatigue physique, fatigue mentale, surcharge mentale. Si mon cerveau est encombré à penser à autre chose, je ne peux pas allouer toute mon énergie à faire ce que je suis en train de faire. Le recruteur qui fait passer un entretien d'embauche à 18h, comme il a un candidat qui dit toujours la même chose, le risque au bout d'un quart d'heure, c'est qu'ils se disent « Ouh là là, mais j'ai pas fini mes slides pour demain, ma réunion est à 8h30. Je vais devoir les faire à la maison. Tiens, qu'est-ce que je vais manger? J'ai pas fait de course. » Et le gars, il a un candidat qui lui raconte sa vie, et lui, il est à Franprix en train de faire ses courses. Donc, il a basculé en mode chien à l'arrière de la voiture. Le mec, il choisit ses légumes à ce moment-là, d'accord? On peut faire plusieurs choses à la fois. Vous avez pensé à plein de choses, vous avez peut-être envoyé des textos tout en comprenant ce que je vous disais, mais vous n'étiez pas en train de prendre une décision. Quand on est en train de prendre une décision, il faut se donner les moyens d'allouer 100% de son cerveau à la tâche qu'on est en train de faire. On arrête ce qu'on est en train de faire par ailleurs, on vide son disque dur à court terme, on enlève ce qui vous encombre, allez fumer, allez marcher, faites du Candy Crush, faites 10 pompes, peu importe.
videz votre disque dur et consacrez votre cerveau à ce que vous faites. Charge mentale, c'est la même. Si mon cerveau est encombré, je ne peux pas. Émotion, évidemment que les émotions, c'est de la charge. Si vous êtes dans une émotion forte, vous le savez que ce n'est pas quand on est dans une émotion forte qu'on dit les trucs les plus intelligents. Donc il faut redescendre en émotion quand vous avez une décision importante à prendre. Et ce qui est très intéressant quand on manipule des émotions, on le fait très facilement en laboratoire. Je vais vous raconter comment on fait. Pour mettre les gens en stress, on le met avec un casque, ils évaluent ses lettres de motive, et pendant ce temps-là, ils écoutent le bruit d'une roulette chez le dentiste. Et d'un seul coup, bam, ça discrimine à mort. Bon. Ce qui est intéressant, c'est que la décision qu'on prend est au diapason de l'émotion dans laquelle on est mis. Si vous êtes dans une émotion de colère ou de tristesse, vous discriminez négativement. Mais si vous êtes dans une émotion de bonheur intense, vous discriminez positivement. Donc ce n'est pas la nature de l'émotion qui compte, c'est son intensité. Donc on redescend en émotion quand on a une décision à prendre. On reçoit un mail incendiaire, on ne répond pas avant le lendemain. Et on ne met pas toute l'entreprise en copie. Si vous répondez dans le quart d'heure en mettant tout le monde en copie, c'est la guerre civile assurée. On redescend. Parce que sinon, vous allez voir qu'une heure après, vous allez vous dire « Mais pourquoi j'ai répondu aussi vite ? J'aurais jamais dit, c'est pas ça qu'il fallait que je dise !» Vous voyez, on redescend. Prendre le temps, évidemment. Alors, je sais que vous n'avez pas forcément le temps, hein, mais évidemment que plus vous allez prendre votre temps et mieux ce sera en termes de capacité à penser. Et puis surtout, remplissez votre cerveau de connaissances. Les stéréotypes, c'est de la croyance. Ce sont des croyances a priori. Vous pouvez être la personne la plus intelligente du monde. Le cerveau ne peut pas réfléchir sur du vide. Il faut lui donner de la matière pour penser. Votre cerveau, c'est une machine extraordinaire. C'est le moteur d'une Ferrari. Mais si vous ne mettez pas d'essence dans la Ferrari, elle ne fait pas 10 mètres. Ça ne sert à rien d'être intelligent si on n'a pas de matière sur laquelle penser. C'est particulièrement vrai sur le handicap. Quand on fait des études, on se rend compte que les managers les plus incultes sur le handicap sont ceux qui ont les stéréotypes les plus forts. Parce que je remplace la connaissance par de la croyance. Donc il faut se cultiver. Et le plus important pour moi, ce n'est pas ce qu'on est en train de faire là, ce n'est pas la culture livresque, c'est rentrer dans la connaissance de l'autre. C'est très bête ce que je suis en train de vous dire, hein, mais la conclusion, c'est qu'on n'a rien inventé de mieux que le dialogue. Comprendre que l'autre est différent de moi et rentrer dans son prisme et ne pas projeter qui je suis sur comment il fonctionne. Il y a 2 mois, un associé dans un grand cabinet de conseil à la Défense me dit on a recruté un petit jeune, alors il a à peu près la soixantaine, il me dit on a recruté un petit jeune de 23 ans, il m'énerve. Mais qu'est-ce qu'il fait ? Il travaille toute la journée devant son ordinateur, musique dans les oreilles et WhatsApp au bout du bras. Et ça m'énerve. Je dis mais est-ce qu'il travaille bien ? Oui, il travaille bien. Il enlève son casque dans les réunions. Bah oui. Je dis, il n'y a pas de problème. Et le gars me dit, il n'y a pas de problème, mais il m'énerve. À chaque fois que je passe derrière lui, j'ai envie de lui arracher son casque. Vous voyez ? Quand même intéressant, hein ? Et moi, mais je sais ce qui se cache derrière parce que je suis un peu habitué. Donc je le fais parler et il me dit, de toute façon, je ne comprends pas comment on peut travailler avec boum, 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 dans la tête toute la journée. Moi, je ne pourrais pas le faire. Vous voyez le problème ? C'est-à-dire qu'il essaye d'interpréter le comportement d'un 23 avec son câblage de 60. Et je lui dis, monsieur, on va prendre un tout petit détour par les neurosciences et je vais vous expliquer que 90% des connexions neuronales se font après la naissance et que vous, comme moi, nous sommes nés dans une génération où nous avions 3 chaînes de télévision en noir et blanc. Et que la zapette, c'était un bâton ou le balai. Hein, d'accord ? Donc, la zone de votre cerveau responsable du multitâche, elle n'a pas été surstimulée, vous voyez ? On n'est pas moins intelligent qu'eux, hein, mais on n'a pas été stimulé dans le cerveau. Les connexions neuronales sur le multitâche, elles n'ont pas été faites. Lui, il est né avec 200 chaînes de télévision, Internet et le multi-écran. Et je lui dis, moi, je suis comme vous. Quand mes enfants ados regardent avec moi un film en VO, moi, je suis en mode lecture en bas, et eux, ils ont l'ordi et le téléphone. Et ça m'énerve qu'ils comprennent mieux que moi le film. Mais vous n'êtes pas câblé comme lui. Et cette histoire est assez géniale parce qu'on est allé voir ce fameux gamin de 23 ans, je prends les mots de ce monsieur, et il nous dit « Attendez, mais en fait, non, vous vous trompez. C'est juste que le silence me stresse. » Passionnant. Ce gamin nous dit « Moi, j'ai toujours bossé dans le bordel et dans la musique à fond. Et c'est ça qui me concentre. Le silence me stresse, j'arrive pas à penser dans le silence. » Vous voulez créer de l'agilité, vous voulez créer de l'intelligence émotionnelle, vous voulez créer de l'intelligence collective, dépasser vos stéréotypes et rentrer dans le prisme de l'autre pour interagir avec un être humain et non pas avec un groupe de personnes. On vous a mis une petite bibliographie pour, si vous voulez aller un peu plus loin.
sur tout le sujet. Non, mais vous n'êtes pas obligé de tout lire. Vous prenez Charnytsky, par exemple. Merci beaucoup.